bienvenue pour la quotidienne du 5 octobre. Au menu aujourd'hui, on parle impôts avec le syndic de Coppet. On passera ensuite au sport avec le FC Stade Lyonnais. Et puis, on gardera la balle pour un match avec vous, Carole Hertig. Bonjour. Bonjour Andrea. Vous êtes la présidente de l'association Cévennes. On peut le dire, le foot, c'est un peu toute votre vie. Oui, c'est un peu toute ma vie. Ouais, s'il avait fallu choisir un autre sport que le foot, parce que vous êtes une adepte finalement des sports de manière générale, ça serait lequel ? Pour moi personnellement, ça aurait été le ski. Mais je m'intéresse un peu à tous les sports. Mais j'avoue que le foot, ça amène quand même aussi de belles émotions. Ouais, une vie sportive et pleine d'action. Et puis, petit passage pour la suite. Est-ce que vous jouez d'un instrument de musique, Carole ? Non. Pas du tout. Pas du tout. Vous aurez certainement l'occasion de vous y mettre. En tout cas, on prendra des petits cours aujourd'hui avec toi, Alexandre, parce qu'aujourd'hui, tu vas nous jouer de la musique. Salut. Oui, exactement. Et de la flûte plus particulièrement. Alors, regarde où je me trouve. En tout cas, je pense que tu vas reconnaître Andrea et les Glandoises et les Glandois devraient reconnaître la cour ici de Grandchamp. Je suis donc devant le théâtre et puis je vais pénétrer à l'intérieur du théâtre parce que ce jour-là, du 7 au 10 octobre, le festival, la Côte Flûte Festival, à Grandchamp, mais aussi au Temple de Gland et au Conservatoire de Nyon. Et donc, on va rencontrer Carole Reuge, la présidente du festival, qui va tout nous dire, et sur le festival, et également sur les flûtes et les différentes manières d'en jouer. Donc à tout à l'heure. On espère t'entendre jouer un petit morceau dans nos douces oreilles, Alexandre. En tout cas, retour sur la 6e édition des tournois de football de l'association Cévennes 21. 21 équipes de toute la Suisse étaient présentes à Queulevray. Si vous deviez faire un petit bilan de cette manifestation, mis à part de dire que c'était évidemment des retrouvailles, qu'est-ce qu'elle a représenté pour vous, cette manifestation ? De pouvoir à nouveau faire quelque chose. Ça faisait 2 ans tout était à l'arrêt pour tous ces sportifs. Ils ont eu très peu l'occasion de s'entraîner depuis le début de cette pandémie. Donc pour eux, de pouvoir retrouver leurs camarades, de pouvoir à nouveau participer à une compétition, malgré le fait qu'ils ne se soient pas beaucoup entraînés, c'était déjà formidable. Et puis pour nous, retrouver cette envie de créer quelque chose pour eux, de mettre en place de nouveau quelque chose pour eux. On avait peur d'oublier des détails parce on était un peu stressés, mais ça a très vite été balayé. Une fois que le premier coup de sifflet a été donné, on était tous à fond. Ouais. Oublier des détails peut-être, mais en tout cas, l'émotion, vous ne l'avez pas oubliée, parce qu'on le voit dans les images, les émotions sont toujours là, on voit beaucoup de sourires sur les visages. En quelques mots, quelles sont, rappelez-nous, les valeurs de l'association Cévennes ? C'est vraiment de permettre à tout un chacun de faire du sport. Vous et moi, c'est facile. On peut s'inscrire dans un club sportif et on peut commencer une activité sportive. Pour eux, c'est un petit peu plus difficile. Donc, c'est vraiment véhiculer une valeur d'intégration, de valorisation pour ces gens-là. Le sport fait du bien à tout le monde, donc, y compris à eux. Donc, c'est vraiment ce qu'on a envie de véhiculer comme image, c'est le sport vraiment pour tous. Le sport pour tous, on parle de personnes atteintes de handicap mental. Et là, quand je dis handicap mental, c'est un mot que vous souhaiteriez d'ailleurs changer. Pourquoi et qu'est-ce qu'il faudrait dire ? Alors, pas moi personnellement, mais c'est vrai qu'on a plutôt tendance à maintenant parler de besoins spécifiques. Donc, c'est juste des adaptations qui doivent être mises en place pour ces gens-là. Mais les fondamentaux du sport ou les règles du sport peuvent tout à fait rester en place. Les besoins spécifiques, ça pourrait très bien être pour nous aussi. Si tout à coup on a un accident, on doit avoir un aménagement pour pratiquer une activité ou une autre. Donc, pour ces gens-là, finalement, ça doit être la même chose. Donc, le terme de personne à besoins spécifiques va de plus en plus être utilisé dans le milieu du sport handicap, plutôt que de vraiment catégoriser le handicap. Mais est-ce que ça veut dire que dans la société aujourd'hui, il y a une évolution par rapport au handicap, qu'il y a une autre manière aujourd'hui de vivre avec ? Oui, le but est vraiment de faire aucune différence finalement entre ces gens qui ont quelques difficultés d'apprentissage ou de mise en route peut-être dans une activité qui pour nous semble évidente. C'est que tous puissent avoir accès. On parle vraiment d'inclusion. Il y a plein de mouvements en ce moment qui sont également sur le tapis pour parler d'inclusion, de société totalement inclusive. Et pour ces gens-là, ça passe par ce biais-là aussi. C'est de les intégrer entièrement sans faire de différence finalement. Ouais, j'aimerais qu'on remonte un petit peu à l'origine de cette histoire, la vôtre, puisque vous avez fondé cette association avec d'autres personnes aussi en 2014. C'est encore une association qui est toute jeune, elle a tout juste 7 ans. Mais qu'est-ce qui a fait que vous vouliez allier finalement ces deux milieux que sont le sport et finalement le besoin de ces personnes-là ?
Le sport, c'était une évidence, vu mon parcours, vu mes envies, mes attraits pour le sport en particulier. Et le handicap, voilà, ça s'est présenté. Mon mari a été approché pour être membre du conseil de fondation de Special Olympics Switzerland, qui est l'organe fêtier du sport handicap mental. Et il avait quelques petites réticences au départ parce qu'il était déjà bien engagé auprès de l'association suisse de football. Et finalement, quand il est arrivé avec cette proposition, je lui ai répondu que vraiment, moi, j'aurais rêvé qu'on me fasse cette proposition et que s'il n'acceptait pas, en clair, je divorçais. Donc, il m'a dit, bon, bah, très bien, mais alors à ce moment-là, tu t'occuperas de l'opérationnel. Et ce que j'ai pris à bras le cœur et j'ai été ravie de pouvoir enfin rejoindre ce milieu-là. Qu'est-ce qui fait que vous soyez si touchée par ce milieu-là? C'est vrai que quand on entend parler de vous, Carole Hartig, on entend souvent que vous êtes une femme dévouée aux autres, mais le monde du bénévolat, cette cause-là, pourquoi est-ce qu'elle vous a touchée? Parce que pour moi, ces gens-là, ils sont sans filtre, et ils vous donnent gratuitement du bonheur, ils vous donnent gratuitement des émotions. Il n'y a aucun calcul, il y a aucun... Voilà, ils sont là pour prendre du plaisir, ils sont là ils sont engagés, ils viennent là vraiment pour jouer, ils viennent là pour gagner aussi. Donc moi, j'aime aussi cette notion de gagner quand on pratique un sport, quel qu'il soit. Donc, mais c'est avant tout vraiment ces regards sans filtre, pour moi, il y a beaucoup d'amour qui passe dans ces regards. Par rapport au futur, est-ce qu'on pourrait imaginer que l'association passe de cette structure bénévole à quelque chose de professionnel ou semi-professionnel? Est-ce que c'est un souhait? Est-ce que là aussi, vous souhaitez gagner ce combat-là? Je ne suis pas toute seule pour aller dans cette direction-là. Donc après, on part dans une autre dimension aussi. C'est vrai qu'on est 100% bénévole, donc voilà, ça signifie qu'on doit engager du temps en plus de nos activités respectives, que ce soit pour moi ou que ce soit pour tous les membres du comité. Bien sûr que ça serait un rêve de pouvoir développer encore plus cette association. Alors, qui sait? Moi, je ne suis jamais fermée à toute probabilité. Oui, de la musique d'avenir. Je dis musique parce que ça fera ma transition pour la suite, Carole Hartig. On retrouve Alexandre qui va nous jouer justement un petit morceau. Alexandre, c'est ça? Tu t'améliores tous les jours sur tes transitions, Andrea. C'est fou quand même. Je pénètre l'enceinte donc du théâtre de Grandchamp puisqu'on va aller voir les préparatifs pour la Côte Flûte Festival vont bon train. Voilà, me voilà à Grandchamp. Et puis, eh bien, vous voyez derrière moi des affiches de la Côte Flûte Festival et puis la présidente du festival, Carole Rouge. Bonjour, Carole. Bonjour. Alors enchanté et puis merci d'être avec nous et puis eh bien on voit derrière nous des cartons encore, des programmes, des instruments, des flûtes, les préparatifs vont bon train. C'est ça, on est en plein dedans, ça avance, on doit être prêt pour jeudi matin à 9h, donc on est à fond là, on va dire au taquet pour que tout fonctionne bien comme prévu. Alors dites-nous pourquoi un festival dédié à la flûte? Alors souvent je réponds pourquoi pas. Mais simplement, on a eu envie de mettre en valeur un instrument spécifique et de montrer toutes les possibilités. Là, c'est de la flûte traversière, on aurait pu faire un festival de hautbois, de violon. Chaque instrument est tellement vaste que je pense qu'on peut lui dédier un festival à lui tout seul. Alors vous m'avez dit tout à l'heure hors caméra, je cafete un petit peu, mais vous m'avez dit que c'est vrai que souvent ça effraie certaines personnes, un festival consacré à la flûte, et vous aimez dire justement qu'il n'y a pas que de la flûte dans ce festival. Il y a une mauvaise image encore de cet instrument? Non, au contraire, je pense même que la flûte traversière a une très bonne image. Tout le monde l'aime, tout le monde a des amis qui en jouent. Enfin, c'est un instrument qu'on aime. Par contre, on n'imagine pas un festival avec que cet instrument. Et c'est ça qui fait peut-être peur. Donc je vous rassure, c'est pas que de la flûte. On a une flûte par concert. Mais on aura tous les instruments, les violons, enfin toutes les cordes. Là, vous avez derrière vous des percussions. On aura aussi pas mal de ce genre dans plusieurs concerts, de ce genre d'instruments. Et dans chaque concert, on a tous les instruments liés au monde classique et même au jazz. Donc la flûte, c'est finalement qu'un fil conducteur. C'est pas plus que ça. Alors les flûtes, justement, allons-y. Vous allez nous en montrer quelques-unes. Et puis, alors, vous n'êtes pas seul. Monsieur, bonjour.
Alors, dites-nous, qui êtes-vous, monsieur? Enchanté. Alors bonjour, je suis Monsieur Lozano. Je suis donc partenaire, collaborateur du festival et je dirige l'orchestre symphonique de flûte. Je vous expliquerai un peu le détail pour le concert d'ouverture. Ah bah, venez nous expliquer justement, on va voir un petit peu ces flûtes, parce que vous m'avez dit avant, eh bien, quand on s'est présenté hors caméra, que vous y connaissiez, vous en connaissiez un rayon de la flûte. Alors là, présentez-nous, donc on voit 3 instruments ici. Alors voilà, donc là je vous montre trois flûtes traversières parce qu'en fait la famille des flûtes traversières c'est une grande famille. La flûte qu'on connaît c'est la flûte que je vous montre, c'est celle-ci, donc la flûte traversière de base on va dire, qu'on appelle aussi endo. Et puis il y en a des plus petites et des plus grosses. Et ça constitue donc la famille des flûtes. Donc on peut jouer des sons très 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 aigus et des sons très 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 graves. Là on a une partie seulement de cette grosse famille, et donc la flûte en ut, la flûte alto, qui est un peu plus grande, la flûte basse, celle-ci, qui est donc avec une tête courbe parce qu'elle devient très grande donc pour pouvoir la tenir. Et lors du concert, vous verrez une toute petite, le piccolo, mais une très grosse, qui est la flûte octobasse. Elle est tellement grande, elle est grande de votre taille, qu'il faut se tenir debout et il faut la jouer comme ça. Oui, ma taille carrément. Ah oui, c'est un gros machin, c'est un gros tube comme ça, déjà, et puis elle fait 2 ou 3 tours pour que la personne puisse en jouer et la personne doit se tenir debout. Alors, est-ce qu'on peut entendre les sons de ces différentes flûtes? Et Carole, dites-nous, vous jouez de quelle flûte? Alors moi, comme je suis pas très grande, les flûtes alto et basse, je peux en jouer, mais c'est pas mes préférés. Et évidemment, je joue de la flûte en ut, qui est la flûte traditionnelle que tout le monde joue, soit à l'orchestre, soit en soliste, en donnant cours, ou c'est la flûte. Et puis après, je fais aussi du piccolo, voilà. Alors, en musique, en son, Maurizio, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. La flûte telle qu'on la connaît, ça donne. Si je joue Donc la traversière, on va dire classique que l'on connaît. Voilà, qu'on joue à l'orchestre. Si je joue les mêmes notes à la flûte alto. On voit déjà plus de puissance, effectivement. Et si je fais la même chose à la flûte basse, ça fait. Ça donne ça. Voilà. Et après, vous avez la flûte octobasse, qui est là, je ne peux pas vous la montrer, mais qui est l'équivalent d'une contrebasse, mais pour les instruments à cordes. Donc, vous avez la contrebasse, c'est l'équivalent pour les flûtes de la contrebasse. Merci beaucoup, Maurizio. Et puis, du coup, donc, bon concert, on va vous souhaiter. C'est gentil, merci. Et puis du coup, donc Carole, on va continuer ensemble à discuter de la côte flûte. Attention, ne tombez pas avec le xylophone. Donc la côte flûte festival du 7 au 10 octobre, il y aura des concerts, des masterclass avec des artistes, et puis il y aura une exposition aussi qui sera ici dans ce corridor à Grandchamp. Alors, elle sera non seulement ici dans le foyer, mais elle sera dans tous les halls du théâtre de Grandchamp. Qu'est-ce que c'est cette exposition? Alors en fait, c'est le salon suisse de la flûte, c'est-à-dire que des fabricants de flûtes du monde entier viennent exposer leurs instruments et tout le monde peut venir les essayer, les acheter. Enfin, voilà, on a aussi des éditions de musique, c'est un peu tout le milieu commercial autour de cet instrument. D'accord, et au niveau du programme musical, Carole, alors il y aura, j'ai dit concert, masterclass. Dans les concerts, alors il y aura autant de musique classique que de jazz, il me semble. Alors, il y aura quand même plus de musique classique. Cette année, on a un concert de jazz qui est le vendredi soir. Autrement, jeudi, on va commencer justement par cet orchestre de flûte symphonique qui est un peu à découvrir. C'est comme un orchestre à cordes, mais fait de flûte. On aura aussi en grande ouverture, après ce concert, un spectacle son et lumière qui sera du spectacle pur avec un écran géant et une flûtiste qui a une flûte augmentée de sensor qui influence l'image. Donc ça, c'est du vrai spectacle où on arrive aux limites de la musique et au début du bruit, de mise en espace, on change un peu de milieu. Et après, effectivement, du jamais vu ça. Ouais. Ah oui. Et franchement, ça vaut la peine de voir qu'on soit flûtiste, mélomane ou autre chose. On part dans un univers. Alors là, je vous ai amené dans la salle du théâtre de Grandchamp. Alors on voit derrière moi, les installations sont en train d'être faites. Tout n'est pas encore prêt. Le festival commence jeudi. Et puis Carole, du coup, un dernier mot, ça aura lieu également au Temple de Gland et puis au Conservatoire de Nyon. Donc la Côte Flûte Festival, à retrouver toutes les informations. Peut-être un petit mot pour conclure.
Alors, on invite tout le monde à venir, que vous soyez mélomane ou pas, simplement curieux. Je pense que ça vaut la peine de se déplacer. Eh ben, merci beaucoup en tout cas. Merci d'avoir été avec nous. Et puis Andrea, écoute, j'ai pas joué de flûte moi-même, mais comme tu as vu, je pense que l'instrument ne se passe pas d'une personne à une autre, en tout cas pas là de manière spontanée. Mais voilà, je reste ici à Grandchamp, je vais m'asseoir. Et puis bon spectacle. À ce week-end alors. Ouais, alors Alexandre, si mes transitions s'améliorent, je dois te dire que toi, tes excuses, elles ne s'améliorent pas forcément. Hein. Bon, ça passe pour cette fois. On ouvre à présent une page d'actu. À Coppet, les impôts grimpent. Le Conseil communal a accepté une hausse du taux d'imposition. L'impôt communal passera de 53 à 61 points supplémentaires. Du coup, un référendum menace. On en parle avec le syndic Gérard Produit. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on peut le dire, vous avez trouvé la recette magique pour enfin augmenter ce taux d'imposition. Je ne sais pas si on a trouvé la recette magique. En tout cas, c'est pas. On souhaite avoir les ingrédients les moins nocifs, mais la réalité, c'est qu'elle s'impose au niveau financier. La commission des finances a estimé qu'une hausse de 8 points, alors que la municipalité n'en demandait que 6, est nécessaire, et techniquement, ils ont raison. Le Conseil a voté, et voilà, nous, on va défendre cette position. J'espère d'ailleurs aussi que les conseillers qui ont voté très largement cette hausse, parce qu'ils ont vraiment conscience, depuis des années qu'on le dit, que la situation se péjore, qu'il y a une nécessité. Donc finalement, si je vous entends, on peut dire que la commission des finances a eu le mauvais rôle et que heureusement qu'elle est là parce qu'elle peut faire passer un peu plus le taux d'imposition plutôt que la municipalité n'a réussi à le faire. Je ne sais pas si elle a eu le mauvais rôle. En tout cas, je l'ai dit lors du Conseil, elle a joué son rôle de responsable ou de garant financier, en expliquant bien, après avoir passé beaucoup de séances à travailler les détails financiers, les chiffres, et en expliquant qu'en fait, même si on demandait 6 points d'impôt, qu'il y avait malgré tout encore un manco, qu'il pouvait y avoir un effet délicat et non pérenne. Et donc, elle a joué son rôle en disant, voilà, nous, on a fait notre travail. Techniquement, on a fait le calcul. Ces 8 points sont une nécessité. Donc, on propose 8 points, malgré le préavis municipal. Et puis, évidemment, comme municipalité, on avait une situation un peu particulière parce que c'est difficile de s'opposer à la commission de finances. Et finalement, le Conseil a voté. Mais comment est-ce qu'on explique que finalement, la municipalité a toujours voulu faire augmenter ce taux d'imposition, n'a pas réussi, et qu'aujourd'hui, la commission des finances arrive à le faire ? Alors, les raisons sont assez simples. C'est vrai que tant que la commune présentait des résultats positifs, il n'y avait pas de raison d'augmenter les impôts, première chose. Deuxième chose, l'autre condition qui avait été fixée à une époque, c'est tant que la commune a des réserves, finalement, puisons dans les réserves. Ce que je peux comprendre aussi. Aujourd'hui, on le sait, on n'a plus de réserve. On aura un exercice 2021 qui va être difficile, sans réserve. Donc, on va devoir péjorer les exercices des 3 années à venir, puisque la loi nous impose à amortir ce déficit sur les 3 prochaines années. Et donc, la situation, elle est telle aujourd'hui que, sans réserve, avec des revenus insuffisants, il n'y avait plus tellement d'autres solutions. Oui, on parle de sans réserve, comme vous le dites, et d'un déficit budgétaire de 4,6 millions pour l'année 2021. Pourtant, un référendum menace. On sait que Martin Stey pourrait revenir justement avec ce référendum, constituer un comité. Est-ce qu'on arrivera à convaincre les compétents cette fois-ci, à votre avis ? C'est un exercice difficile, puisque jusqu'ici, aucune commune n'y est parvenue. Ce que j'aimerais dire, c'est que ça m'a beaucoup surpris, mais même les farouches opposants aux hausses d'impôts lors de la campagne de printemps pour les élections ont compris, y compris M. Stey, qui s'est exprimé favorablement à une hausse d'impôts lors du Conseil. Donc montre en fait que les gens ont conscience qu'aujourd'hui on a fait beaucoup d'économies, qu'on peut toujours en faire davantage, mais qu'effectivement le citoyen va donc subir les conséquences s'il n'y a pas de hausse d'impôt, je dois quand même le dire. On ne pourra pas maintenir les prestations si on n'a pas cette manne, mais au moins on aura fait l'exercice jusqu'au bout de la démocratie, et nous défendrons, il y aura un comité probablement qui va défendre la hausse d'impôt. Il est probable aussi qu'un comité fasse l'exercice inverse. J'espère que le débat sera serein,
parce qu'on sait que quand on a ce type de débat, c'est souvent très populiste, et les solutions IACA, ça ne marche pas. Parce qu'aujourd'hui, ce clivage, il est là. Il y a peut-être cette volonté d'augmenter les impôts. On sait qu'il y a eu aussi ce combat SOS Commune, que Copé a besoin de cet argent. Donc aujourd'hui, on se situe où quand on est face à ses habitants? Où peut y avoir forcément deux poids, deux mesures, ou en tout cas deux clans? Je pense qu'intellectuellement, la majorité des gens ont conscience qu'avoir un taux d'impôt si bas par rapport à la moyenne des communes voisines et par rapport à la moyenne cantonale, les gens ont conscience qu'ils ont déjà eu de la chance. Maintenant, Est-ce que la commune de Copé perdrait en crédibilité si elle n'arrivait pas encore une fois aujourd'hui à faire passer ce taux d'imposition? Je ne crois pas. Je regretterais, évidemment. On doit faire notre travail. Et notre travail, c'est d'expliquer la situation, c'est de proposer des solutions, c'est de faire des économies, parce qu'on va devoir faire des économies. Après, perdre sa crédibilité, je pense que c'est facile de le dire. C'est ce que certains vont dire. La réalité, c'est que comme personne n'a perdu, on risque pas grand-chose. Ouais, bon, perdre quand même, puisque vous dites qu'il va falloir faire des économies. Ça passe sur quoi et dans quel domaine? Alors, pour l'instant, c'est un peu prématuré d'évoquer les différentes solutions, mais je pense que partout où on pourra gratter, voire peut-être même modifier certains principes organisationnels, on le fera. Mais peut-être ce que j'aimerais dire aussi, c'est qu'on va chercher des solutions qui ne vont pas toucher les ressources humaines, parce que de toute façon, les demandes, elles sont là. La population attend en fait qu'on réponde aux différentes sollicitations. On l'a vu lors de la pandémie. Même si les bureaux étaient moins ouverts, il y avait des sollicitations par mail, par téléphone. Enfin, on prenait rendez-vous. Donc, le personnel, c'est la solution in extremis, la dernière sera solution. Préservé, c'est ce que vous nous dites. Mais le personnel sera préservé. En tout cas, c'est une règle de travail qu'on se fixera. Gérard Produit, syndic de Copé, merci beaucoup d'avoir été avec nous et pour ces explications. Bonne journée à vous. En bref, course d'école, le Pédibus intergénérationnel à Gland, en collaboration, la ville de Gland, le Pédibus ATE organise 2 spectacles à l'intention des familles et des seniors. Les représentations auront lieu le samedi 9 octobre à Gland, à la bibliothèque communale et scolaire. Sur scène, vous découvrirez le spectacle Pédibus et ses amis, un conte élaboré à partir du livre intitulé du même nom, Pédibus et ses amis. Il est là et vous pouvez notamment vous le procurer auprès de l'association Transport et Environnement. On ouvre une page de sport et plutôt on retourne au foot et pour ça on appelle le coup de sifflet Anthony Breza. Je vous laisse nous rejoindre en plateau. Carole, le foot c'est toute votre vie. On peut faire évidemment le lien avec vous puisque vous tombez amoureuse d'un ex-footballeur professionnel. Bonjour Anthony. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors c'est pas Anthony, votre amoureux, votre mari. Je savais pas. Mais voilà, là on peut le dire que vous avez fait finalement toute votre vie à travers le foot ou pour le foot. Vous avez fait le choix de suivre votre mari. À ce moment-là, quand vous êtes la jeune Carole, qu'est-ce que vous vous dites dans votre tête? Il faut y aller. Enfin, c'est pas ma tête qui parle là, c'est mon cœur. Donc on suit, on se pose pas de questions. Est-ce que c'était finalement cette vie qu'on se dit, ouais, je veux être femme de footballeur, ça fait toujours rêver. Je pense que vous l'entendez, Anthony Breza, ça souvent. Ça fait rêver, mais c'est pas facile. Parce que les mises au vert, souvent seuls, les enfants à s'occuper. Maintenant, moi, je suis passé de l'autre côté. Ma femme, elle me dit tout à l'heure, t'es pas là samedi? Et elle sait qu'elle doit gérer le petit, les animations, le sport. C'est pas évident tous les jours. Ouais, je vous embête un petit peu, Carole, mais on sait que c'est une vie que vous avez dévouée à ça. Et puis, vous me disiez justement, en préparant cette émission, ce qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, le schéma se reproduit, puisque une de vos filles aussi est amoureuse d'un footballeur professionnel. Et ça vous fait un petit peu peur? Non, peur pas, mais c'est drôle quand ça arrive, parce qu'on se dit c'est un schéma qui se répète. Non, je suis très heureuse pour elle. Et puis, surtout qu'elle elle poursuit ses études, elle a fait un choix de suivre aussi, mais un petit peu plus maintenant avec les moyens de transport qu'on a, c'est plus facile de revenir, de repartir, et elle est encore jeune, il n'y a pas d'enfant encore dans ce couple. Donc non, peur pas, mais ça fait bizarre de revenir un peu en arrière et de voir que sa fille se trouve un peu dans la même configuration que moi. Et aujourd'hui que votre mari a quitté les terrains, est-ce qu'on vous voit encore un petit peu au bord des terrains du Stade Rennais et de Col-de-Vray pour pouvoir assister à certains matchs? Alors on en parlait tout à l'heure avec Anthony. Mon mari un peu plus que moi, c'est vrai.
Moi, je l'accompagne un peu plus pour les matchs internationaux, pour suivre notre équipe nationale. Mais on reste et on restera toujours des fervents supporters et le cœur foot. Ça ne quitte pas. Ouais, alors le foot à Nyon, le Stade Nyonnais justement, on peut le dire, il prend de la vitesse, ça y est, c'est fait. Après quelques défaites en fin de saison, maintenant des matchs nuls et puis des victoires, notamment ce match. Comment on peut analyser ce début de saison, Anthony Breza? On peut le dire que ça y est, l'équipe est enfin constituée? Enfin constituée, vous savez, on a fait beaucoup de changements à l'intersaison. Il y a 17 nouveaux joueurs. La petite chance qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, les équipes de devant ne sont pas décrochées, n'ont pas gagné tous les matchs non plus. Tout le monde se tire des points un peu à droite, à gauche. Et puis nous, progressivement, on commence à avoir notre rythme de croisière. Alors, avec beaucoup d'humilité, on reste sur 2 victoires. Mais depuis le début de saison, les contenus ont été très intéressants parce que nous, les entraîneurs... C'était belle victoire quand même, Anthony, 5-2 et 4-0. Sur quoi est-ce que vous avez et quels aspects vous avez travaillé? C'est surtout l'aspect offensif, être efficace dans les bons moments. On encaisse moins, on est meilleur dans les box et les surfaces de réparation offensives comme défensives. Et puis on est efficace, simplement. On a pris conscience des petites erreurs qu'on faisait défensivement. On a pris conscience aussi que si on gagne 1-0 ou 2-1, on est toujours à la merci d'une erreur, parce qu'on reste humain. On peut tous faire des erreurs et on doit le savoir. Et aujourd'hui, on essaye, je ne vais pas dire d'écraser le match, mais de ne pas laisser la chance tourner contre nous. Voilà. Stratégiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est un jeu peut-être plus agressif? C'est plus de concentration, plus de détermination, et puis d'être efficace, de marquer 2 buts. Si on encaisse, on gagne toujours d'un but, et puis de mieux défendre ensemble. Et on a une philosophie qui est un petit peu différente peut-être que d'autres clubs, où on demande aux attaquants de courir et d'agresser les défenseurs adverses, chose qu'ils ne nous ont jamais fait auparavant. Voilà, c'est une philosophie à mettre en place avec des nouveaux joueurs, comme je dis, il y a 17 nouveaux joueurs, et ça prend du temps. Ouais, et on n'a pas beaucoup de temps, mais on voit que petit à petit, ça porte ses fruits. Ouais, c'est vrai que ça, c'est une réelle philosophie du club. C'est un club formateur. On voit, vous devez constamment jouer avec ça, avec ces départs. Alors forcément, c'est bénéfique. Je pense qu'on a une certaine fierté à voir ces joueurs partir ailleurs. Mais il faut toujours combler avec ce vide. Ce vide, non, parce que quand je vois aujourd'hui la Coupe d'Europe et que j'ai Adler da Silva, que vous connaissez bien aussi, qui a joué la Ligue Europa dans un club en Slovaquie, on est tous les premiers heureux. Et puis aujourd'hui, on a ce rôle de formateur. On n'a pas d'énormes moyens, alors on doit aller chercher des petites pépites avec Team Vaud, avec Servette aussi, des clubs un peu filiales où on veut essayer de sortir ces jeunes avec une ossature de quelques anciens pour encadrer ces jeunes. Et aujourd'hui, tout le monde met la main à la pâte et c'est enrichissant pour les joueurs comme le staff. Ça veut dire qu'il vous manque aujourd'hui certains joueurs d'expérience, c'est ça? Non, c'est ces joueurs d'expérience qui encadrent ces jeunes. Chaque joueur, des nouveaux anciens et des nouveaux jeunes, ont trouvé leur place. Et maintenant, on progresse par des bons résultats. Mais comme j'ai dit, depuis le début de saison, les contenus étaient très intéressants, sauf que les résultats n'étaient pas au rendez-vous. Carole Hertig, vous qui avez l'œil avisé, est-ce qu'on peut être fier de cette équipe? Bien sûr, bien sûr. Et puis, les installations font aussi qu'on a envie de voir évoluer cette équipe dans une ligue qu'elle mérite. La ligue qu'elle mérite, voilà, ça c'est les objectifs futurs. Ça, j'imagine qu'il va y avoir du travail à faire. Là, vous êtes en 8e position, donc là, le combat est rude. Il ne va pas falloir perdre cette place, il va falloir gagner quelques montées dans l'échelon. Si on marche bien ce week-end, on joue contre une équipe qui est juste devant et on peut leur passer devant. Après, l'objectif du club, de la direction, de mon président, c'est les 6 premières places. Et après, il faut croire à ce qu'on peut atteindre. Moi, j'y crois. C'est match après match, semaine par semaine, et c'est le travail qui paiera. Ouais, le travail qui paiera. Anthony Breza, merci beaucoup de nous avoir apporté des précisions sur le FC Stade Nyonnais. Prochain match samedi prochain à Cham. Où est-ce qu'on peut, à quelle heure? Ça sera à 16h à Cham. Et après, je dis à tous nos internautes, tous nos supporters, on recevra 4 matchs à la maison, ce qui est un petit peu improbable, mais on recevra 4 fois chaque samedi à 17h au stade de Colovray.
Oui, parce que c'est important, c'est vrai que le public est de retour et il était là, 180 spectateurs lors du dernier match et ça fait plaisir. Carole Hertig, pour revenir à vous, à votre retour plutôt dans la région, puisque c'est vrai que vous avez finalement fait une grande partie de votre vie ici, une fois que vous vous êtes posé après cette vie de voyage, de nomade en suivant votre mari. 1998, vous construisez votre maison à Trélay. Quel est votre premier souvenir de la région ? C'est arriver sur ce terrain à Trélay avec des herbes hautes et des vaches et de se dire que c'est vraiment là qu'on a envie de se poser pour ses enfants, que c'est vraiment là qu'on a envie de poser ses valises, enfin. Poser ses valises et faire du bien aux autres, parce que vous dites, et c'est un peu le leitmotiv de l'association, quand on a tout, il faut savoir donner. Est-ce que vous vous sentiez finalement redevable, qu'il fallait faire quelque chose pour les autres, parce que voilà, vous aviez tout eu? Est-ce que c'était ça le sentiment? Alors, redevable, peut-être pas, mais privilégié, oui, alors ça, certainement. C'est vrai que voilà, j'ai eu la chance d'avoir 2 filles qui sont en pleine forme, qui sont bien, qui grandissent normalement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on veut les inscrire dans un club de sport, c'est facile. On veut faire des choses avec elles, c'est facile. Et que d'autres ont moins cette chance-là. Donc voilà, à un moment donné, un peu à l'aube de mes 50 ans, on va dire que c'est une crise de la cinquantaine bénéfique, de se dire, ben voilà, maintenant j'ai envie de passer à autre chose que business, courir après des résultats et donner un petit peu de mon temps et de mon énergie. Oui, Anthony Breza, vous qui avez aussi pu voir le travail qui a été fait par cette association, aujourd'hui, quel regard est-ce que vous portez? On a parlé tout à l'heure de handicap. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore un domaine qui est sensible, en tout cas quand on parle peut-être à vos équipes, à vos joueurs? Est-ce qu'on les initie à ça? Est-ce qu'ils ont déjà une petite notion ou comment ça se passe? Oui, une petite notion. J'ai des pères de famille, j'ai des tout jeunes aussi qui n'ont aucune notion de ça. Mais oui, bravo. Bravo à toi de ce que tu fais, bravo à ton mari aussi, parce que l'handicap, voilà, c'est quand on est touché par ça en tant que parent, mais il faut se mettre à l'opposé. Moi, j'aime beaucoup, à l'époque, quand j'étais joueur professionnel, on allait aussi voir des enfants qui étaient dans la détresse, qui étaient handicapés, et puis donner du temps pour ça, c'est extraordinaire, parce que j'ai une petite anecdote, ce week-end on a gagné 4-0, il y a un papa qui est venu dans les vestiaires avec son enfant en chaise roulante. Je savais pas exactement l'handicap, mais tétraplégique, et puis on voyait qu'il était un petit peu... Voilà, il était heureux, mais il était handicapé. Et puis on a chanté pour lui à la fin, et il était comme un fou, il avait la tête qui partait de droite et de gauche. Et voilà, en tant que papa, parce qu'avant toute chose, d'être entraîneur, je suis un papa, je suis un homme qui a des émotions, et ça, on a gagné le match, mais c'est la plus belle émotion que j'ai pu avoir dans ce week-end. Et c'est important que mes joueurs vivent ces émotions-là aussi, parce que le football, c'est bien, mais il y a plus encore. Et typiquement, ce que j'ai vécu ce week-end avec mes joueurs, c'était top. Et le papa il avait la larme aux yeux, et j'ai dit, quand tu veux, tu viens dans les vestiaires, c'est ouvert pour toi et ton fils. Et si je peux te donner un petit peu de plaisir et de chaleur humaine et d'amour du sport pour cet enfant-là, je le ferai tous les jours. Oui, un sport accessible à tous. C'est vrai que cette petite anecdote petite, mais non, parce que grande de taille, c'est vrai que c'est touchant, mais c'est peut-être révélateur aussi d'aujourd'hui ce qu'est notre région, c'est que finalement tout est là et que tout est accessible, et que Carole Hertig, vous me dites que voilà, vous avez peut-être osé pousser certaines portes. Aujourd'hui, il faut y aller, pas avoir peur d'aller frapper à certaines portes, demander certaines choses, parce que tout est là et c'est possible de le faire. Oui, on a la chance d'avoir une région qui est, au niveau des installations sportives, au niveau des associations sportives, qui est un tissu incroyable. Et c'est vrai que le but, c'est vraiment de sensibiliser les clubs, de leur dire, mais prenez ces enfants, parce que c'est du bonheur. C'est du bonheur en cadeau pour vous, et il n'y a pas forcément besoin de faire de gros aménagements pour les accueillir. Il faut juste les accueillir. Ouais, alors les 10 ans de l'association, ce sera en 2024, parce que oui, 2014 plus 10, on est à 2024. J'ai dû plusieurs fois y revenir, merci Carole. Mais là où je voulais en venir, c'est qu'il y en aura d'autres des événements avant ces 10 ans. Ce sera lesquels? Oui, alors chaque année, on va continuer avec notre traditionnel tournoi de football en septembre.
On va essayer d'organiser 1 ou 2 autres manifestations dans d'autres disciplines. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, étant donné qu'on est tous bénévoles, on ne peut pas non plus solliciter tout le monde tout le temps. Et c'est vrai qu'en 2024, on a vraiment l'objectif à nouveau d'organiser un Regional Game. Regional Game veut dire une compétition avec plusieurs disciplines, comme on a déjà fait en 2019, où là on avait le tournoi de football, une centaine de nageurs, donc compétition de natation, un tournoi de pétanque. Et là on aimerait rajouter le tennis et éventuellement la voile. Donc ça ferait 5 disciplines sur une journée ou 2, à voir comment on peut mettre ça en place. Et voilà, ça c'est le projet qui est en train de mûrir. Tout ça pour l'association Seven. Carole Hertig, Anthony Breza, merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir partagé ce moment avec nous. Une très belle journée à vous deux. À la maison aussi, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Bonne suite de programme sur Nyon Région Télévision. On se retrouve demain. Très belle soirée à tous.